ce président a besoin pour les élections de son aile gauche, qui a été très critique lors de cette guerre. On sait que l'aile gauche des démocrates a en son sein des activistes et il a besoin de pouvoir compter sur le soutien au moins d'une partie de son aile gauche. Donc la position américaine se durcit. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi une frustration américaine. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Simon Seroussi. Simon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez été porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous êtes diplomate donc et actuellement en année sabbatique à Harvard. On a besoin de l'éclairage d'un diplomate expérimenté pour comprendre ce qui s'est passé hier au vote. Lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU, pour la première fois, on va dire, depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, eh bien, les Américains n'ont pas opposé leur veto. Ils se sont contentés d'une abstention dans ce projet visant à appeler à un cessez-le-feu. Et là aussi, il faut essayer de comprendre exactement les termes de cette résolution. Sur le fond, comment interpréter ce changement d'approche de l'administration Biden? Alors, tout d'abord, comme vous l'avez dit, c'est un vote très important et très problématique, il faut le dire, pour Israël. Le fait que les États-Unis se soient abstenus et donc que la résolution ait pu passer met Jérusalem dans une position très difficile à l'international. C'est une résolution qui appelle à un cessez-le-feu et à la libération inconditionnelle des otages, mais qui ne conditionne pas l'un à l'autre. Euh, c'est donc la première fois qu'une telle résolution passe à l'ONU et la pression internationale va donc augmenter sur Israël. Ce revirement des États-Unis, à mon sens, peut s'expliquer de deux manières différentes. Euh, Premièrement, on voit les élections qui approchent aux États-Unis. On sait que Biden, qui est un grand ami d'Israël, il faut le rappeler, il ne faut pas oublier les premières heures de la guerre lors desquelles le président américain a tout de suite montré son amitié pour Israël et a envoyé deux porte-avions le long des côtes d'Israël, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Mais ce président a besoin pour les élections de son aile gauche, qui a été très critique lors de cette guerre. On sait que l'aile gauche des démocrates a en son sein des activistes très critiques vis-à-vis d'Israël, voire même antisionistes. Et il a besoin de pouvoir compter sur le soutien au moins d'une partie de son aile gauche. Donc la position américaine se durcit. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi une frustration américaine sur la manière dont cette guerre est conduite du côté israélien. Les Américains voudraient avoir plus de visibilité sur le long terme, sur connaître la stratégie israélienne à moyen terme, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le jour d'après? Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les Américains et qui, jusqu'à présent, n'a pas été donné pour diverses raisons du côté israélien. Et ceci, je pense, a peut-être joué un rôle dans cette décision surprenante. Alors, il est exact de dire qu'en fait, ce vote, c'est une forme d'avertissement qui est dirigé vers Binyamin Netanyahou plus spécifiquement que vers, on va dire, l'ensemble du gouvernement israélien ou alors vers l'État d'Israël. C'est en fait une volonté de la part de l'administration Biden de mettre un peu le Premier ministre le dos au mur, alors que parallèlement, actuellement à Washington se trouve le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui lui est accueilli, on va dire, très chaleureusement. Alors, en diplomatie, malheureusement, il y a toujours de la politique, comme vous venez de le dire. Il y a des questions politiques très sensibles et qui jouent en permanence dans ces décisions. On a vu ces dernières semaines un durcissement du ton à Washington vis-à-vis du gouvernement israélien, vis-à-vis du Premier ministre. On a vu
Schumer, le sénateur démocrate, un des plus grands amis d'Israël au Sénat, qui a émis des critiques inédites vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du gouvernement actuel. Donc c'est évident qu'il y a une question politique qui se joue aussi, comme vous l'avez dit. Yoav Gallant est aujourd'hui à Washington. Il va rencontrer Jake Sullivan, le chef à la sécurité nationale américaine, qui est un acteur central dans la politique extérieure des États-Unis. Donc, c'est évident qu'il y a un désir de l'administration américaine d'avoir plus de flexibilité du côté israélien, plus de visibilité sur la stratégie à avoir et peut-être aussi une volonté aussi de s'aligner sur certaines positions américaines. On a entendu parler de discussions sur un grand accord avec l'Arabie saoudite qui pourrait inclure un retour de l'autorité palestinienne à Gaza et le début d'un processus qui irait vers une solution à deux États. Donc, on sait que c'est des questions qui, à Washington, sont très importantes et où il y a une divergence de vue à Jérusalem. Et donc, c'est évident que ces questions-là sont aussi prises en compte. Maintenant, je voudrais rajouter un élément très important. Ce qui est, je pense, euh, une sirène d'alarme pour Israël, c'est l'interview de quelqu'un qui n'est pas au gouvernement américain aujourd'hui, qui a eu lieu il y a quelques heures dans Israël Hayom, c'était Donald Trump. Donald Trump vient d'annoncer, donc il a bien sûr annoncé son soutien inconditionnel à Israël, son soutien à cette guerre, mais il a aussi dit Israël doit finir cette guerre, Israël doit faire la paix. Et je pense que ceci indique que même s'il y a un changement d'administration à Washington, ce n'est pas sûr du tout que la position américaine change. Alors, ou en tout cas change de façon sensible. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte à Jérusalem, car dans quelques mois, il va y avoir ces élections, et Israël ne peut pas se permettre sur le long terme de ne pas avoir le soutien des États-Unis. Alors, est-ce que justement, à partir du moment où on fait entrer des considérations politiques dans des votes diplomatiques, dans un développement diplomatique comme celui du Conseil de sécurité, est-ce que finalement, du côté de Binyamin Netanyahou aussi, on n'est pas en train de se dire, et j'en veux pour preuve une sorte de ton qui est aussi un peu musclé de la part de Netanyahou, sa décision par exemple de ne pas laisser partir la délégation israélienne de Ron Dermer et de Tzachi Hanegbi à Washington. Est-ce que finalement, il n'y a pas de la part de Benjamin Netanyahou aussi de sa part un début d'ingérence, on va dire, en faveur des républicains dans la campagne électorale actuelle, en se disant, eh bien oui, si l'administration Biden commence à me lâcher, eh bien nous allons leur montrer que finalement, eh bien, on a une autre alternative et qu'on attendra jusqu'au mois de novembre que Donald Trump arrive. Regardez, en tant que diplomate, c'est toujours délicat pour moi de Oui, répondre à des questions très purement politiques politique. Ouais. et donc j'analyse ces choses-là d'un point de vue diplomatique. Ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, ce n'est pas du tout assuré que la position républicaine, si les républicains venaient à gagner les élections, changerait de façon importante. Encore une fois, Donald Trump l'a répété à plusieurs fois. Il veut qu'Israël arrête cette guerre. Et là, il a même demandé à ce que Israël entame un processus de paix derrière. Donc, ce n'est pas du tout évident qu'il y ait un changement de position à partir de la fin de l'année 2024 si les républicains veulent à gagner. Deuxièmement, par rapport à la réponse israélienne, je pense que au final, les États-Unis et Israël restent de grands alliés sur tous les points de vue et principalement au niveau sécuritaire. Yoav Gallant, notre ministre de la Défense, est aujourd'hui à Washington, il s'entretient avec son homologue américain. Les relations sont excellentes. Mais il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup plus besoin des États-Unis qu'ils n'ont besoin de nous. Et cette alliance est stratégique pour nous. Elle est stratégique au niveau de nos munitions. Elle est stratégique au niveau de notre positionnement international. Elle est stratégique vis-à-vis des pays de la région. L'Égypte qui reçoit des milliards de dollars d'aide américaine en échange de la paix avec Israël.
euh, la position de certains pays du Golfe est aussi influencée par leur relation avec les États-Unis. C'est donc pour nous central de garder des bonnes relations avec les États-Unis tout en gardant la main sur nos intérêts stratégiques. Et Israël doit toujours rester souverain sur ces questions stratégiques. Et au final, le Premier ministre israélien doit prendre des décisions en fonction de l'intérêt de ses citoyens. Mais donc, l'équilibre est très délicat entre les deux. Et je pense qu'il est vital de faire extrêmement attention afin de maintenir ces deux éléments sans qu'aucune autre considération ne rentre en jeu, car le futur d'État d'Israël en dépend, je le pense sincèrement. Une dernière question, Simon. Est-ce que finalement, à travers ce vote, eh bien, l'administration Biden ne fait pas le jeu du Hamas et de Yahya Sinwar en particulier? C'est-à-dire que celui-ci se dit, bien voilà, la pression américaine, la pression internationale augmente sur Israël en direction d'un cessez-le-feu, peut-être provisoire, peut-être définitif. C'est exactement ce que Sinwar souhaite. Donc finalement, il n'y a pas un petit problème à ce qu'aujourd'hui ce soit l'administration Biden qui joue le jeu du Hamas? Je pense tout à fait que cette résolution est bénéfique au Hamas. Je pense que elle va contribuer à augmenter la pression internationale sur Israël. Elle va contribuer à isoler Israël sur la scène internationale. Elle fait le jeu des organisations terroristes à Gaza qui peuvent avoir un pouvoir de bargaining qui est plus important dans les négociations sur les otages. C'est évident que ce qui se passe a des conséquences très néfastes pour Israël. Il faut en avoir conscience. Et je pense que cela aussi sont des conséquences sur le long terme des Oui. relations entre Israël et de nombreux pays à travers le monde. Encore une fois, euh, que qu'est-ce qu'Israël peut faire afin de garantir le soutien des États-Unis dans ce genre de décision? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Je pense que ça va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement une décision américaine unique. Eh bien, Simon Serroussi, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation donc de ce développement assez important donc sur le plan diplomatique, ce vote, cette abstention des États-Unis au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour la première fois depuis le début de la guerre. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.